Pour la dernière séquence de ce rendez-vous Paris-Mat 2023, je suis très heureuse d'accueillir Olivier Poivre d'Arvor et en plus, ça marche. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour à vous toutes et à tous. Alors, vous êtes envoyé spécial du président de la République pour la conférence des océans des Nations Unies, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, président du Musée national de la marine, président de l'Arsenal des mers, je ne sais plus par où vous présentez. Alors, je vais aller droit au but. Tous ces titres, en fait, nous mènent à la mer. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les grands enjeux liés à l'océan ? Oui, au-delà des titres, il y a des convictions et des engagements qui se construisent à travers l'expérience de la mer, l'expérience à la fois de notre propre domaine maritime, donc vous savez qu'il est le deuxième au monde, ce qui ne fait pas de nous d'ailleurs la deuxième puissance maritime au monde, mais enfin nous avons le deuxième domaine maritime. Donc cette expérience qui est celle que vous partagez aussi, vous aussi en tant qu'assureur de cette réalité maritime française, mais aussi de plus en plus pour moi d'avoir échangé avec près de une centaine de pays, les civils, les usagers de la mer, les gouvernements, et de voir que nous sommes à un moment extrêmement charnière de l'histoire de la mer et de notre histoire. En fait, je crois que c'est la première fois dans l'histoire du monde que nous sommes les gouverneurs du climat. Nous savons, j'en prends un peu d'écho d'ailleurs, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais nous savons que le climat est ce qu'il est, c'est pas mal. Nous savons aussi que nous sommes les maîtres du sujet, à la fois les acteurs, les victimes, avec des solutions. Et le climat, mais pas uniquement, affecte absolument tous les sujets, sur Terre certes, mais surtout sur mer. Et aujourd'hui, c'est l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité entre cette rencontre qui va être de plus en plus tendue, toujours risquée, entre les hommes qui, par l'effet démographique que vous connaissez, se rapprochent paisiblement du littoral. En 2050, je le répète à convicté, 3/4 de l'humanité, les 3/4 de l'humanité, et nous serons à ce moment-là 6 milliards en 2050, vivront à 50 km d'un littoral. Donc ils seront impactés. Ils seront d'autant plus impactés, c'est que, s'approchant de la mer, l'homme ne fait que s'approcher de l'océan, qui lui-même s'approche de la mer par les phénomènes que vous connaissez, de grands événements extrêmes, de tsunamis, de cyclones, le phénomène de l'érosion, et évidemment, ambassadeur d'écho, je le mesure chaque jour un peu plus en allant en Arctique ou d'ailleurs dans les glaciers du monde, l'élévation du niveau de la mer. Et donc cette rencontre, elle est fatale, elle est malheureuse, elle n'est pas contrôlée, très peu contrôlée, elle va produire des effets immédiats, d'ici 6 ans la disparition de certains États, membres des Nations Unies, qui vont se retrouver à l'échelle numérique, Tuvalu.com par exemple, pour des États du Pacifique, et qui n'auront encore peut-être une existence juridique, c'est d'ailleurs le débat actuellement, c'est est-ce qu'un État submergé pourra conserver sa zone économique exclusive, même étant sous le niveau de la mer. Et donc, c'est le début d'un siècle qui va être un cycle de rencontre très violent entre l'homme et la mer. Et vous le savez, vous les assureurs, et bientôt, en 2050, près de 800 millions de personnes, voire 1 milliard de personnes, seront impactées par cette rencontre malheureuse. Et seront peu ou prou des réfugiés océaniques. Alors, quand vous me parlez des grands enjeux qui sont ceux-là, c'est-à-dire que nous avons la capacité ou pas de freiner cette irrésistible et difficile rencontre. Alors sur le sujet du climat, nous n'y arriverons pas facilement, si ce n'est en évitant évidemment de produire ces émissions de gaz à effet de serre. Mais Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a eu l'honnêteté de dire que nous serons probablement en France à plus 4 degrés à la fin 2100. 4 degrés, c'est pas le degré 5 de l'accord de Paris 2015. Et 4 degrés, ça va impliquer pour nous, et bien,
beaucoup de choses. Évidemment, les glaces, l'effondrement du système de la cryosphère dans le monde entier, avec des conséquences considérables en élévation de la mer, mais aussi, s'ajoutant à ce phénomène, le phénomène de réchauffement que nous vivons aujourd'hui et qui fait l'objet de nombreux commentaires, réchauffement des eaux, qui est un des enjeux vraiment climatiques et environnementaux qui nous attendent. Alors, face à tout ça, cet enjeu climatique que je décris très rapidement, très grossièrement, il est extrêmement important de soutenir que la mer n'appartient à personne, même si elle est de un bien commun et que nous devons ensemble. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Comme pour arrêter les guerres, la diplomatie. Et donc, les diplomates touristes jouent un rôle extrêmement important. Si on ne laissait que les entrepreneurs, pour lesquels je la grande considération, travailler seuls, pas exploiter la mer de manière non durable. C'est le cas aujourd'hui avec aussi pêche, pardon, mais aussi parfois les entreprises maritimes, qu'elles soient celles du transport, qu'elles soient évidemment celles de la déstabilisation, les effets de l'activité industrielle sont par définition, c'est pas critique, mais sont évidemment nocifs et contribuent à développer des pollutions, certains à la flore, etc. Et donc voilà, je souhaite autour de la table, c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais transformer les gouvernants, il faut mettre ensemble les usagers, les utilisateurs de la mer. C'est très important. La société civile est extrêmement sensible à ces messages, qui ne sont pas des messages portables, c'est un message dur. Et mettre évidemment au cœur de tout ça les scientifiques. Les scientifiques doivent être ceux qui nous disent jusqu'où on peut ou ne pas aller. Doit-on aller extraire des minerais des fonds marins? Doit-on continuer à développer le transport maritime avec ce niveau d'émissions de gaz? Doit-on continuer à pêcher? Voilà, tout ça est tout possible et accessible à la connaissance par le travail scientifique. Et c'est entre autres à ce que le comité international va essayer de s'employer. Voilà une réponse générale à une question qui mériterait évidemment d'étudier chacun des enjeux. Je dois avouer qu'on ne vous entend pas très bien. La connexion est parfois un peu chaotique. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose, mais dans 2 ans, quasi jour pour jour, la conférence des Nations Unies pour les océans se tiendra à Nice. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs, vos ambitions, les ambitions de la France pour ce rendez-vous? Écoutez, d'abord j'espère que vous m'entendez, parce que c'est toujours dommage d'avoir un son dégradé. L'ancien directeur de France Culture qui dit ça, mais écoutez, elle aura lieu en 2025, cette conférence, c'est-à-dire 10 ans après la COP Climat. La COP Climat, la COP 21, a été très importante, alerter l'ensemble de la communauté internationale. Si vous ne m'entendez pas bien, dites-le-moi. Non, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Ça va? Ça va à peu près. À peu près, pas terrible ça. Donc, 10 ans après la COP Climat, il faut faire la COP Océan. Il faut véritablement réussir à mobiliser l'ensemble des acteurs, notamment les scientifiques, pour avoir ce que le GIEC produit pour le climat, pour l'avoir de manière plus précise pour l'océan, c'est-à-dire des indicateurs qui mettront aux chefs d'État et de gouvernement qui comprennent un liste. On attend une centaine, des grands pays maritimes, de prendre des décisions. Et à partir de ces éléments de GIEC des océans, comme s'appelle l'International Panel on Ocean Sustainability, l'IPOS, pourront, quelques mois avant la conférence, adresser aux différents gouvernants, mais aussi au monde de l'entreprise, un certain nombre de questions sur les engagements qui seront pris pour 2030. Le premier objectif, c'est 2030. C'est freiner le déclin de... Et le second, c'est 2050. C'est la régénération, c'est la restauration
des écosystèmes qui sont très menacés. Vous savez, je parle des coraux par exemple. Je suis actuellement en mission dans un pays où les coraux sont importants, mais les coraux sont en voie de disparition. Le réchauffement des eaux est évidemment fatal. Les fermes sont très nombreuses de ce type. La question de la restauration est vraiment et donc les États, les entreprises, les acteurs devront s'engager avec des chiffres bien concrets qui seront mesurés tous les 3 ans à chaque conférence des Nations Unies. Peut-être qu'on peut faire un test sans l'image. Je suis désolée, j'essaie d'améliorer. Si on entend mieux vos réponses, ce sera peut-être plus facile. Hein. Je crois que c'est à vous de couper l'image à ce moment-là. À moi. Je veux bien, voilà. C'est juste pour augmenter. Ouais, on va voir si on vous entend beaucoup mieux. La France, est-ce que la France a une position strictement différente des autres pays sur certains des sujets? Je dirais que la France est leader sur beaucoup de sujets, en fait. Ce leadership, on l'a de facto par ce domaine maritime important. On l'a par probablement aussi notre recherche océanographique. Je ne pense pas que ce soit meilleur. Hein. Je n'ai pas entendu. Oh, c'était beaucoup mieux. Enfin, on vous entendez mieux, là, on vous entend plus. J'ai pas compris, mais on vous entendait bien. Mieux, d'accord. D'accord. Ce leadership, nous l'avons par ce domaine maritime, nous l'avons évidemment aussi par notre recherche scientifique, océanographique, qui est importante. L'IFREMER, comme vous le savez, est présent dans beaucoup de pays du monde. Donc, nous avons parmi les très grands scientifiques de l'océan. Nous l'avons aussi à travers notre puissance navale et maritime. La Marine nationale française, évidemment, se projette aux quatre coins de l'hémisphère. Pas uniquement dans les territoires d'outre-mer, mais vraiment sur l'ensemble des bassins océaniques. Et puis, nous l'avons par notre force économique. Je crois que ce que vous représentez, vous, ici, ce que représente évidemment la construction navale, Naval Group, les grandes entreprises, évidemment, et évidemment le géant du transport maritime, c'est MACGM, ce sont des formes de leadership qui sont importantes. Mais le vrai leadership, à mon avis, il est dans l'engagement politique. Et je ne connais pas aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, d'autres pays qui, à travers leur gouvernement, leur chef d'État et de gouvernement, s'engagent autant. Le président de la République avait souhaité, par exemple, qu'en 2022, premier semestre 2022, la France mette en haut de l'agenda de sa présidence de l'Union européenne, mette les océans. C'était une première. Même des grands pays maritimes, comme le Royaume-Uni, quand ils étaient encore avec nous, ils ne l'avaient jamais fait. Ce leadership politique, on a souhaité l'avoir aussi, étant candidat pour organiser avec le Costa Rica cette conférence des Nations Unies. Pourquoi? Parce que nous pensons que le paradigme aujourd'hui est en train de basculer. Jusqu'il y a encore pas très longtemps, la règle, c'était l'exploitation, et l'exception, c'était la protection. On exploitait, et puis on disait, mais il faut faire attention quand même, il faut protéger à travers quelques aires marines ou de ce type-là. Aujourd'hui, je pense que les récents résultats des négociations internationales ont montré que le paradigme était renversé, que la règle était la protection et que l'exploitation devenait une exception. Et l'exploitation devait se faire de manière durable. On l'a vu à Montréal il y a encore quelques mois, quand tous les États membres des Nations Unies ont choisi pour 2030 de protéger 30% de leur espace terrestre, mais aussi maritime. 30% des espaces maritimes de l'ensemble des pays devront être protégés d'ici 2030. Nous l'avons vu évidemment de manière assez éclatante il y a encore une semaine, quand après des négociations qui ont été longues, mais très importantes, puisqu'elles portaient sur 50% de la surface du globe environ, hein. C'était sur la haute mer, ont pu s'achever positivement par un accord, le traité BBNJ, Biodiversity National Jurisdiction, donc tout ce qui n'appartient pas aux États, qui est la haute mer, traité bien qu'il y a un besoin majeur de protection. Les dangers sont encore là, je pense à cette punaise de négociation
aujourd'hui l'autorité internationale des fonds marins et qui pourrait ouvrir le champ de l'exploitation minière des grands fonds marins, qui pour nous, et dans la République, expliqué plusieurs fois sur ce sujet, vraiment une ligne rouge. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans les fonds marins, nous ne connaissons absolument pas les impacts environnementaux qu'on pourrait aller chercher des enfants comme le fer ou le nickel ou quelques minerais exploits, et nous n'en avons pas besoin à la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison de se précipiter pour signer encore un code minier qui serait probablement protecteur. Donc, même si la protection devient notre cheval de bataille, dit que nous interdisions dans notre propre ZE l'exploitation du marin, comme on va avoir encore convaincu le monde, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne, ou de certains pays que nous aimons beaucoup, proches de nous comme la Norvège, qui évidemment, que ce soit sur les hydrocarbures ou les grands fonds marins, ont des positions très différentes des nôtres. Donc, c'est une sorte de croisade, menons, et je pense qu'avec l'aide des jeunes générations qui sont très engagées sur ces sujets, nous finirons par agréger un certain nombre de convictions et obtenir sur chaque sujet la lutte contre la pollution, la restauration de la biodiversité, la décarbonation du transport maritime, de tous ces sujets-là. Je pense que la gouvernance de l'océan, j'espère que notre leadership permettra de les grands pays, Chine, Inde, États-Unis, mais aussi des pays qui de plus en plus revendiquent leur maritimité, je pense notamment au continent africain. On a parfois l'impression, et je pense en particulier dans le secteur maritime, que les intérêts environnementaux s'opposent ou peuvent s'opposer aux intérêts économiques. Alors quel est votre message aux professionnels de la mer qui nous écoutent? Ils ne peuvent pas s'opposer, parce que au cœur de tout ça, il y a l'homme. C'est bien gentil de transporter des produits du commerce aux quatre coins du monde, mais on les transporte pour les hommes. Et donc, il faut que l'homme se sente bien dans tout ça. L'homme avec un océan qui va le submerger ne se sentira pas bien. L'homme avec un océan agressif ne se sentira bien. L'homme avec un océan qui produira plus de ressources ne se sentira pas bien. Donc, c'est le même combat. Et jamais je pose les deux, je n'ai pas des environnementalistes, de l'autre, des entreprises. Je pense que cette conscience d'ailleurs de la gravité de la situation, je ne sais pas si tout le monde comprend que c'est très grave. Il n'y a que l'élévation du niveau de la mer qui peut-être nous permet de tenir cette dimension dramatique. 2 à 3 mètres d'élévation du niveau de la mer en 1100, là les gens comprennent ce que ça veut dire. Mais je crois que les entreprises font ce qu'elles peuvent. Aujourd'hui, je vois bien dans les discussions que j'ai avec nos amis de CMA-CGM, mais aussi MER, Hapag-Lloyd, MSC, je pense aux grands transporteurs maritimes européens, ils sont tous évidemment sur le sujet de la décarbonation, de la transformation des énergies, ils sont tous à 100% engagés. Et évidemment, il y a un impact extrêmement important sur des bénéfices qui sont importants aujourd'hui, mais qui ne sont pas toujours. Et donc, il est important que, aussi d'ailleurs à travers ce qui avait été commencé à être discuté il y a quelques jours dans le sommet sur le Global Financing Pact Paris, une contribution sur le transport maritime permette aussi d'alimenter un fonds de protection. Donc, il y a cette conscience chez les industriels, en tout cas les sérieux, beaucoup moins dans le domaine de la pêche illégale, évidemment, et de la surpêche, et à la lutte contre les subventions illégales qui favorisent la surpêche, autre chose, l'OMC. Et je crois qu'il faut vraiment, ensemble, et ne pas diviser les fronts entre les exploitants et les producteurs. C'est une fausse division. Alors, on vous entend mieux que tout à l'heure. J'ai envie de braver la technique à un niveau supplémentaire en proposant peut-être à la salle de vous poser 1 ou 2 questions. Alors, je crois que vous nous voyez mieux qu'on ne vous voit, mais si éventuellement... Je vois bien. Si on peut rééclairer un petit peu la salle. Et si certains veulent poser une question, profitons-en, puisque
Olivier Poivre d'Arvor nous entend, lui. Je posais la première question un peu qui gratte. Est-ce qu'il faut envisager d'utiliser ce qu'on appelle, ce que vous appelez professionnel, moi je découvre, la route maritime nord, c'est-à-dire de longer, quand les conditions géopolitiques se seront calmées, longer l'océan Arctique le long des côtes russes? Alors nous n'en sommes pas du tout là, pour plusieurs raisons. Il y a aujourd'hui, je dirais, 3 bassins maritimes qui sont des lieux de possibles et de probables tensions importantes, et de pression d'ailleurs. L'observatoire habitable, c'est la mer de Chine, avec beaucoup de disputes sur les questions de sécurité. Beaucoup de pays, pas du Chine d'ailleurs, beaucoup de pays disputent les autres, Russie, Thaïlande, Chine, autres, les souverainetés de leur espace maritime, avec évidemment le sujet de Taïwan, qui est un sujet maritime, la guerre du sable est un des illustrations, avec la puissance du transport maritime qui passe là et des enjeux économiques qui sont très forts, mais des questions géopolitiques non négligeables. Il y a la Méditerranée qui, par le fait de la Turquie, la revendication d'un certain nombre d'espaces maritimes riches en hydrocarbures, amène à des tensions que l'on connaît avec la Grèce et l'Union européenne, et plus généralement d'ailleurs la Méditerranée, que nous aimons tous beaucoup, est à la fois la plus polluée, la plus meurtrière du monde, donc il y a la migration ou aux guerres, 500 000 morts en quelques 10 ans. Mais vous avez raison de parler de l'Arctique. L'Arctique, c'est d'abord une situation climatique dramatique. L'effondrement de l'inlandise du Groenland, mais plus généralement de l'ensemble de la glace de mer dans l'océan Arctique, évidemment par des effets sur l'élévation de la mer, mais déjà à l'échelle locale, sur la possibilité qu'en 2030, la glace de mer ne se recule pas après l'été arctique. Alors, pour être très clair là-dessus, la route du Nord dont vous parlez, une route qui est quasiment contrôlée par la Russie, ne sera pas accessible en 2030 par le que de la glace de mer. Une route accessible pour les transporteurs, et une route qui l'est 12 mois sur 12, qui est en sécurité. La guerre en Ukraine a vraiment fait s'envoler tous les rêves que les Russes pouvaient avoir, de conflits européens, dont des Français d'équiper cette route du Nord. Cette route du Nord, elle n'est pas accessible aujourd'hui pour des raisons de sécurité, de logistique, d'infrastructure. Il faut de très gros investissements que les Russes, si on leur a promis d'ailleurs, ils renonceront, je pense, très durablement. Donc la Chine, évidemment, est un acteur très intéressant à cette perspective du Nord, y compris d'ailleurs pour permettre à toute l'activité économique du transport maritime de gagner une dizaine de jours. Si on imaginait un transport entre Shanghai et Pays-Bas par rapport à la route classique qui passe par Suez. Mais enfin, nous sommes encore très très loin du dégagement de glace entièrement sur l'ensemble de l'année, qui permettrait, je pense à des conteneurs, non pas des vraquiers, mais des conteneurs, d'avoir une activité régulière. Par ailleurs, cette zone devient en effet très tendue géopolitiquement. Vous avez dans un même bassin maritime l'OTAN, vous avez la Chine, vous avez les États-Unis, évidemment, qui sont très présents, avec en face d'eux la Russie qui tire 7% de son PIB de l'Arctique. Et par ailleurs, c'est un objet de convoitise économique. La richesse en hydrocarbures, en gaz, est telle que beaucoup de pays, y compris les Norvégiens d'ailleurs, s'y intéressent fortement, les Russes en vivent beaucoup, alors que nous avons une position européenne qui est extrêmement claire pour arrêter d'aller chercher tout ça de l'Arctique, des minerais qui sont des énergies
fossiles. Et là, il y a encore un débat nous et les Russes notamment, et n'est pas prêt évidemment de pouvoir s'arbitrer dans les questions actuelles géopolitiques. Je vais conclure parce qu'en fait, on vous entend de nouveau de façon très hachée. Alors peut-être très rapidement, si vous aviez un vœu si je vous offrais un vœu pour la mer ces prochaines années, quel serait-il? Mais j'avoue de façon brève parce que ça recoupe un peu. Le vœu pour la mer, c'est qu'on s'intéresse à elle comme si elle avait une existence propre, une propriété juridique, comme si c'était un être humain, qu'on considère qu'elle est partie de notre système biologique, qu'elle nous donne l'oxygène qui nous permet de respirer, que donc elle est une partie de nous-mêmes. Et si on continue à la considérer, comme disait Tabarly, comme ce machin sur lequel on se met et on tourne le dos, à savoir la plage, on ne sera pas. La mer, une partie de nous. Et rappelons-nous que nous sommes bien et que nos 20% de surface terrestre, comparé à l'immensité des pôles et des océans, et bien peu de choses. Merci beaucoup Olivier Poivre d'Arvor, je pense qu'on peut vous applaudir. Merci d'avoir bravé la technique. Merci à vous.